Le dimanche 7 février 2010, dans l'après-midi, un homme entre dans la salle d'interrogatoire du quartier général de la police provinciale de l'Ontario, l'OPP, à Ottawa, au Canada. Le détective le fait se mettre à l'aise et s'asseoir. I'm just going to move your gloves here. That's a little microphone, just to make sure there's nice and clear. As you can see here, everything in this room is videotaped and audio taped. Check. You ever been interviewed by the police in a room like this before? I have never been interviewed like this. Oh no? Okay. No. Let's get this set up here. I guess the closest to interview by NIS for top secret clearance. Oh yeah. All right. Well, again, Russell, I appreciate you coming in. An investigation like this, I mean, I'm sure you can appreciate it's been big news, especially down Belleville way. And, you know, obviously our approach to cases like this is that we don't give up on somebody being alive until we get evidence that they're not. So because of that, we're treating Jessica's case as an emergent situation, obviously. So we're fast forwarding things that we might normally take our time with. And that's why we're here on a Sunday afternoon. So again, I appreciate it. Cet homme qui vient de s'asseoir s'appelle Russell Williams. Il est colonel de l'armée canadienne et commandant de l'une des plus grandes bases aériennes du pays. Ce qui explique pourquoi il vient de mentionner son habilitation secret défense. C'est un homme habitué à ce qu'on lui fasse confiance et tout dans son attitude donne l'impression qu'il est là pour aider. I don't know if you're a coffee guy or I am not, a but I coffee didn't guy, want to drink in yeah. front of you, so. No, I appreciate that. All right, go ahead. I could definitely. Are they black? Yeah, they're just black with sugar. Definitely. I just started. Probably having a little bit. Serge, what, sorry? Gum. Just Oh, first okay. piece of gum. Well, there's napkins there if you want to toss it or whatever. I appreciate that. La scène est banale, presque ennuyeuse. Sauf que Jim Smith, le détective qui sert le café au colonel Russell Williams, c'est un spécialiste des interrogatoires pour l'unité des sciences du comportement de la police provinciale de l'Ontario. Et ce face-à-face, il ne l'improvise pas, il l'a préparé pendant des jours. Si à cet instant précis, Russell Williams pense être en train d'aider la police dans une enquête sur une disparition, les enquêteurs, eux, n'attendent pas des réponses, ils en ont déjà. Ce qu'ils attendent maintenant, c'est de voir combien de temps il va tenir. Générique. Retrouvez dès aujourd'hui vos épisodes préférés de HVI en format podcast. Pour vous préparer cette vidéo, j'ai dû regarder l'intégralité de l'interrogatoire de Russell Williams qui dure un petit peu plus de 2h30. 2h30 à éplucher chaque échange pour identifier les moments clés, les moments où tout bascule. Et c'est pas facile de rester focus aussi longtemps parce que je vous garantis que 2h30 d'interrogatoire, c'est long. Ceux qui ont l'habitude de travailler sur leur ordinateur depuis chez eux ou pas le savent très bien. Alors, heureusement pour m'accompagner, j'avais Oli, le partenaire de cette vidéo. Oli, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une alternative aux sodas et aux boissons bourrées de sucre. Il y a plusieurs gammes, énergie pour le coup de boost quand on fait du sport, hydration, iced tea et milkshake. Bon, moi le sport, c'est vite vu, donc ce que j'utilise le plus, c'est la gamme hydration pour les sessions de taf comme celle-là. Un petit sachet, hop, qu'on verse dans le shaker avec de l'eau. J'en mets partout. Il va falloir que je passe l'aspirateur après. Hop, on referme. Comme son nom l'indique, c'est un shaker, donc on shake. Et ensuite, pour conserver l'eau qui est bien fraîche, parce qu'il fait chaud, je mets ça dans la thermos. Hop. Et voilà, c'est prêt. Moi, en ce moment, le goût que j'aime bien, ce que je viens de mettre dedans, c'est pêche blanche. Je trouve ça vraiment bon. Et ce qui est cool avec Oli, c'est l'utilisation d'une nouvelle molécule, la New Caf. En gros, c'est de la caféine qui se diffuse progressivement au lieu de tout envoyer d'un coup. Donc pas de crash au bout d'une heure, comme quand je suis obligé de m'enchaîner 3 cafés d'affilée. Et contrairement à d'autres boissons énergisantes, là, il n'y a pas de sucre et le goût est vraiment agréable. Pour ceux qui voudraient tester, le mieux c'est de commencer avec le Starter Set Deluxe. Dedans, il y a un shaker et plein de sachets de chaque gamme. Comme ça, vous pouvez goûter un petit peu tout et vous voyez ce qui vous plaît le plus avant de partir sur un pot de 50 portions. En utilisant le lien en description ou le QR code juste ici, avec le code RAFU, vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre commande. Et maintenant, retour à Russell Williams. Qui est-il exactement ?
Avant de devenir colonel, Russell Williams était un pilote. Il a entre autres transporté des personnes politiques connues comme la reine Elisabeth II, le prince Philippe, le gouverneur général ou encore Jean Chrétien, le Premier ministre canadien. De décembre 2005 à mai 2006, il a commandé une base logistique canadienne aux Émirats arabes unis en pleine guerre d'Afghanistan, le camp Mirage, une base dont l'existence et la localisation étaient officiellement classifiées par le gouvernement canadien, donc tous les personnels en poste au camp Mirage devaient avoir une habilitation secret défense. Puis, en juillet 2009, Russell est promu colonel et nommé commandant de la base des forces canadiennes de Trenton, la plus grande et la plus importante base aérienne du pays, qui compte plus de 4000 militaires. C'est entre autres là que se font tous les départs de mission pour l'Afghanistan et c'est aussi le point d'arrivée des soldats tombés au combat. Quand il ne travaille pas, Russell Williams aime aller se reposer dans son petit cottage au 62 Cozy Cove Lane à Tweed, une petite ville à environ 3 quarts d'heure de route au nord de Trenton. Tweed compte environ 6000 habitants, c'est un coin plutôt tranquille, tellement tranquille d'ailleurs que la plupart de ses habitants ne ferment jamais leur porte à clé et tellement petit que tout le monde se connaît. L'épouse de Russell, Marie-Elisabeth Harriman, est directrice associée exécutive à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada. Elle reste la plupart du temps à Ottawa pour le travail, donc quand Russell va au cottage, il y est souvent seul et il reçoit rarement du monde chez lui. Kind of a loner because he never really had any friends there to speak of. Maybe twice a year he'd have some friends there. Et c'est dans cette petite ville, au début de l'automne 2007, que des choses étranges commencent à se produire. Des cambriolages, mais pas le genre de cambriolage habituel, pas d'argent volé, pas d'électronique, pas de bijoux, non, ce qui disparaît, ce sont des sous-vêtements féminins, des maillots de bain, ou encore des photos soigneusement sélectionnées dans des albums de famille, uniquement les photos de femmes et de jeunes filles. Et les vols sont parfois si bien exécutés que les victimes ne s'en rendent même pas compte. Et puis, étrangement, le même type de cambriolage commence à se multiplier à Orleans aussi, pile dans le quartier d'Ottawa où Russell vit avec son épouse. Un pattern commence à se dessiner, un pattern que personne ne voit pour l'instant. Quand Russell est au cottage à Tweed, c'est les habitations de Tweed qui sont visitées, et quand il est à Ottawa, c'est celle d'Ottawa. Parmi les premières victimes d'Orleans, la famille Constantine qui rentre un jour de vacances, et lorsque leur fille de 15 ans monte dans sa chambre, elle réalise que ses sous-vêtements ont disparu. My daughter came running down the stairs telling us that all her underwear were gone out of her drawer. And we kind of laughed and said, check the floor, because you know how teenagers are, or check the laundry or whatever. And she said, no, I'm serious. There's nothing left in my drawer. She went back up and she realized there were dresses gone, there were shoes gone, all her bathing suits, photographs of herself had gone. Comprenant que c'est réel, les Constantine vont déposer plainte, les policiers viennent relever des traces d'ADN dans la chambre de leur fille et la famille fait immédiatement changer toute leur serrure. Mais ils ne sont pas les seules victimes. La police d'Ottawa réalise que ces cambriolages se répètent et prévient les résidents, qualifiant les incidents de, je cite, très particuliers par leur nature. Mais à ce moment-là, personne n'a la moindre idée de qui peut être à l'origine de ces vols inhabituels, et même les enquêteurs sont à 1000 lieues d'imaginer que le colonel qui habite le quartier puisse y être pour quelque chose. Et c'est pareil à Tweed. Quand la police provinciale de l'Ontario enquête sur les incidents et fait du porte-à-porte sur Cozy Cove Lane, Larry Jones, le voisin de Russell, raconte ce qui s'est passé quand les officiers, après n'avoir obtenu aucune réponse en frappant au cottage de Russell, se sont présentés chez lui. He says, who lives next door? I said, Russ Williams, commanding officer for CFB Trenton. And he says, well, I guess there's no sense looking at that guy then. La seule mention du poste suffit à l'officier pour passer à la suite sans effectuer la moindre vérification, sans poser la moindre question supplémentaire. Et dans la salle d'interrogatoire, des années plus tard, Russell Williams joue exactement la même carte. Quand le détective Smith lui fait comprendre qu'il existe une connexion entre lui et les 4 affaires que la police examine, Russell ne nie pas, il ne semble pas être inquiété le moins du monde, persuadé que son grade va suffire à convaincre le détective qu'il s'agit d'une simple coïncidence. And essentially, Russell, in a nutshell, that's what we wanted to talk to you about. Okay, those 4 cases are of concern to us, and you've kind of almost hit the nail on the head about some of our issues that kind of make us want to talk to Russell Williams. Okay, because essentially there's a connection between you and all 4 of those cases. Would you agree? Geographically, and then I guess or I drive past. Yes, I would have to say there's a
A connection, yeah. Yeah. Russell Williams ne se contente pas de coopérer, il se met à disposition, il donne clairement le sentiment d'un homme qui n'a absolument rien à cacher, et quand le détective lui demande si une enquête approfondie sur son passé pourrait révéler quoi que ce soit de problématique, la réponse vient sans une seule seconde d'hésitation. So if we were to do a similar investigation in your background, is there anything you can think of that anybody may have misinterpreted, or anything in your history that somebody might say Russell Williams Absolutely. did this? No, Okay. be very boring. What's that? It'll be very boring. All right, because essentially that's what I'm looking at. Is it? You seem like a very intelligent person, and I think you can see how a surprise like that would certainly set off Absolutely. some alarm bells in our There's investigation, right? Okay. Le détective enchaîne en lui demandant s'il serait prêt à fournir des empreintes, des prélèvements de sang, etc., histoire de pouvoir le disculper définitivement, et, encore une fois, Russell se montre très coopératif, demandant juste au policier s'il peut compter sur sa discrétion, parce que, forcément, si les militaires de la base qu'il commande avaient vent de cette histoire, son autorité et sa crédibilité pourraient en prendre un coup. Well, would you be willing to supply things like fingerprints, blood samples, Sure. things like that? Yeah. Okay. Footwear impressions. Yeah. Okay. All right. I think that's what we're gonna ask you to do. Can I assume you're going to be discreet? It's possible. Yeah. Because, this would have a very significant impact on the base if they thought you thought I did this. Well, bottom line, Russell, that's one of the reasons we're here on a Sunday afternoon. Okay. That's certainly one of the things that went into our decision to give you a call at home today and see if we could deal with this today. Okay. Dans ce début d'échange, le détective Smith a mentionné 4 affaires et il a demandé à Russell s'il pouvait y avoir un lien entre ces affaires et lui. Mais si la police s'est permis de convoquer un colonel de l'armée canadienne, commandant de la plus grande base aérienne du pays, et ce, un dimanche après-midi en plus, ça n'est pas juste pour 4 affaires de sous-vêtements volés. Non, c'est parce que dans les 2 mois qui ont suivi sa prise de commandement à Trenton, 10 nouveaux cambriolages ont été enregistrés dans la région et que, très vite, celui qui les a commis ne va plus se contenter de voler des sous-vêtements. Le 17 septembre 2009, à 1h du matin, un intrus s'introduit dans une maison de Tweed où une jeune mère de 20 ans dort à point fermé, allongée à côté de son bébé de 8 semaines. L'individu la frappe, lui bande les yeux, la déshabille, l'agresse sexuellement via des attouchements et la photographie pendant près de 2 heures dans des poses très suggestives, en lui répétant qu'il ne fera de mal ni à elle ni à son bébé. Quand il quitte la maison, vers 3h du matin, la victime appelle immédiatement la police qui se rend rapidement sur les lieux et ouvre une enquête, sans communiquer sur l'agression dans les médias. La nuit suivante, quelqu'un entre de nouveau dans la même maison, sans commettre d'agression cette fois. Il s'agit d'un cambriolage, qui reste d'ailleurs non détecté sur le moment. La semaine d'après, une 3e intrusion dans cette même maison. Celui qui a fait ça revient sur les lieux de sa propre agression, encore et encore, alors pourtant que la police enquête. 13 jours après la première attaque, fin septembre, c'est Laurie Massicotte, une résidence de Cozy Cove Lane, la même rue que celle où Russell possède son cottage, qui subit une agression. En plein milieu de la nuit, un homme entre chez elle, la ligote, lui bande les yeux, découpe ses vêtements d'un coup de couteau et inflige le même genre d'atrocité qu'à la première victime, sauf que cette fois, les violences passent un cap parce qu'en plus, l'individu lui porte des coups de lampe torche à la tête et l'étrangle. De plus, l'agression dure 1 heure de plus que la première fois et Laurie est elle aussi forcée à prendre des poses à caractère pornographique pendant que son agresseur la photographie. Quand elle lui demande en sanglots s'il va la tuer, l'homme lui répond 3 mots qui resteront gravés dans sa mémoire à jamais. Non, pas besoin. Au début de l'enquête, les enquêteurs isolent un premier suspect, Larry Jones, le voisin de Russell qu'on a entendu au début de la vidéo. Il subira 3h30 d'interrogatoire plus 3 heures de polygraphe avant d'être finalement blanchi, mais pour le quartier, le mal est déjà fait. À leurs yeux, c'est lui le coupable. Et quelques mois plus tard, dans la salle d'interrogatoire, quand le détective Smith demande à Russell de retracer ses allées et venues entre Tweed et la base ainsi que son emploi du temps dans la période des agressions en septembre, il décrit une routine on ne peut plus banale. So, all day Friday, you're at home. Yeah. And then what time do you leave to go to the base to sleep there on the Friday night?
Not sure. Probably just, went in for just before bed. So I probably left Tweed at between 8 and 9 or so. Okay. And you get to the base and spend the evening there and get up for the 5:30? Yep. Okay. That's right. So we backtrack from there. When did you arrive at your home at the cottage? I don't want to get confused between your home in Ottawa and the home in Tweed. Understood. So, No, I had been in Tweed all week. yeah. The week prior now. Yeah, I think that's the case. Was in Tweed all week. Flew Saturday. Headed to Ottawa Saturday night. Okay. So if you didn't have the stomach flu on the Friday, what was your I think schedule it was that day? about 8, really. Okay. What would have been my schedule? Just a standard schedule in the office. Okay. So, ops brief in the morning, couple of meetings. I can't remember what the specifics were going to be. Mais les agressions de septembre ne sont pas les seuls incidents dans la région. Le 17 novembre, Anne Maranda Cook, professeure de musique à la base de Trenton, rentre chez elle le jour de son anniversaire pour se préparer avant d'aller à une fête. En montant dans sa chambre, elle remarque que les tiroirs de ses tables de chevet sont ouverts et que des vibromasseurs ont disparu, mais elle pense que c'est juste une mauvaise blague et d'ailleurs quand son voisin, Howard Gray, arrive pour l'emmener à la fête, ils en rigolent et décident que ça ne vaut pas la peine d'appeler la police. Pour autant, en partant, Anne vérifie bien que toutes les portes sont correctement verrouillées, y compris celle de la cuisine, et il quitte la maison. Le lendemain matin, en rentrant, Anne monte dans son bureau et ce qu'elle découvre sur l'écran de son vieil ordinateur, qui, elle en est certaine, était éteint quand elle est partie, l'a fait hurler. Il est écrit « Vas-y, appelle la police, je veux montrer au juge tes gros godes ». Elle se précipite alors dans sa chambre et constate que ses 2 tiroirs de lingerie sont ouverts et entièrement vidés. Mais le plus effrayant, c'est qu'elle s'aperçoit que la porte de la cuisine qu'elle avait verrouillée de l'intérieur la veille avant de partir est désormais ouverte. Quelqu'un était dans la maison, caché dans le placard de sa chambre alors qu'elle se changeait à l'étage. Elle est d'autant plus terrorisée qu'au-delà du vol, le message sur l'ordinateur peut laisser supposer que l'intrus a d'autres intentions. I know he wanted to do just something more than just stealing my dildos and my underwear, to leave a message like that. Immédiatement, Anne alerte la police, mais le problème, c'est que sa maison se trouve sur le territoire de la police de Belleville, pas de la police provinciale de l'Ontario, qui est l'autorité territorialement compétente à Tweed, et ces 2 services ne partagent pas leur dossier. Anne prévient aussi toutes les femmes qu'elle connaît sur la base et dans la région. I spread the messages now to all the women in the area and where I work on the base, and just lock your doors, like there's a guy out there. Mais sans aucun lien officiel établi entre les différentes affaires, sans communication entre les forces de police, ces avertissements ne dépassent pas le bouche à oreille. Et 3 semaines plus tard, ça n'est plus d'intrusion ni d'agression qu'il est question. Le 25 novembre 2009, le corps de Marie-France Como est retrouvé dans sa maison de Brighton. La femme de 37 ans était caporale à la base de Trenton, agente de bord militaire, et elle avait servi sur des vols VIP, dont un récent avec le Premier ministre Stephen Harper. Cause du décès ? Asphyxie. L'affaire est dans un premier temps classée comme un possible suicide, mais très rapidement requalifiée en meurtre. Le colonel Russell Williams est mis au courant et, quelques jours plus tard, en tant que commandant de la base où Marie-France servait, il envoie une lettre de condoléances à ses parents, dans laquelle il exprime son chagrin et précise qu'il se tient à leur disposition. Et quand le détective Smith, dans la salle d'interrogatoire, lui demande si Marie-France Como aurait pu avoir la moindre raison de le mentionner dans ses écrits personnels, Russell ne vacille pas. Russell, is there anything you can think of? Let's go talk about Marie-France Como for a minute, okay? Mm-hmm. Is there any reason at all you can think of that during our investigation, obviously we're searching computers, things like Blackberries, right? Mm-hmm. Electronic devices, looking through houses for things that are in handwriting, written notes, diaries, things like that. Mm-hmm. Now, I'm not at liberty to tell you what the content was, but is there any reason at all you can think of why Marie-France Como would have specifically referenced you in some of her writings? Not at all. No?
No, absolutely not. Okay. Entre le meurtre de Marie-France Como en novembre 2009 et la fin du mois de janvier 2010, la vie reprend son cours dans la région. Larry Jones, même s'il a été blanchi par le polygraphe, n'a plus personne qui lui adresse la parole à Tweed. Anne Cook vérifie ses serrures tous les soirs et personne, ni la police de Belleville, ni la police provinciale de l'Ontario, ni les militaires, n'a encore fait le lien entre les cambriolages, les agressions sexuelles et le meurtre. Le 28 janvier 2010, Jessica Lloyd, 27 ans, envoie un « bonne nuit » par texto à une amie avant d'aller se coucher. Mais le lendemain, elle ne se rend pas au travail, alors son frère se rend chez elle pour s'assurer que tout va bien. That's what was so weird is because everything was there, you know, which why we couldn't figure out what had happened because all of her identification and I mean her cell phone and her purse and things people don't leave home without were there. Sous le commandement du colonel Russell Williams, une équipe de recherche et de sauvetage de la base de Trenton est déployée pour aider à retrouver Jessica. Un hélicoptère de la police survole la zone pendant des jours et des centaines de volontaires ratissent les environs. En vain. Après une semaine, personne n'a trouvé la moindre trace de la jeune femme. Mais quelques jours après la disparition, un camionneur du nom de Lyle Barker se présente au commissariat. La nuit où Jessica a disparu, vers 3h du matin, Lyle roulait sur la route 37 entre Trenton et Tweed avec son cousin, quand il a aperçu un SUV garé en plein milieu d'un champ, à distance de la route et de la maison la plus proche. Cette voiture en plein milieu de nulle part leur a donné à tous les deux un frisson dans le dos, mais ils ne se sont pas arrêtés. Et quand les affiches pour la disparition de Jessica ont commencé à circuler, Lyle Barker a immédiatement reconnu la maison à côté de ce champ, la plus proche de là où le SUV était garé, alors il en fait part à la police. Les enquêteurs se rendent sur place sans perdre de temps. Il fait froid et il n'a pas neigé depuis la nuit de la disparition. Du coup, les traces de pneus dans le champ sont parfaitement intactes. Le jeudi 4 février 2010, la police installe un barrage routier sur cette même route 37, officiellement pour contrôler l'alcoolémie, mais en réalité, c'est pour vérifier les pneus de tous les véhicules qui y passent. Et dans les 3 premières minutes après la mise en place du dispositif, un des tout premiers véhicules à se faire arrêter est un Nissan Pathfinder avec, à son volant, le colonel Russell Williams qui se rend à son cottage de Tweed. On relève le modèle de ses pneus et bien que l'officier qui effectue le contrôle constate qu'ils correspondent au profil recherché, il hésite. L'homme en face de lui est colonel, commandant de la base de Trenton. La surveillance est quand même mise en place, Russell est désormais suivi et écouté 24 heures sur 24. Et puis, le dimanche 7 février, il reçoit un appel téléphonique. On lui demande de passer au quartier général de la police d'Ottawa pour répondre à quelques questions. Il accepte et dit à son épouse qu'il sera de retour pour le dîner, mais en réalité, il ne rentrera pas. Quand il entre dans la salle d'interrogatoire, Russell ne se doute pas une seconde que cet entretien a été minutieusement préparé avec l'aide de spécialistes du comportement, de psychiatres et autres experts. Et que le détective Smith n'est pas n'importe qui. The investigator comes from the behavioral sciences unit of the OPP. He's a trained polygraph technician, so he's obviously an excellent interviewer to begin with. But they sat down with their body of evidence and with the psychiatrist from the behavioral sciences unit, sort of developing a profile of what Williams is and what he's most likely to do when certain questions are put to him. So that if he answers A, they follow this path. If he answers B, he'll follow this path. So there's no surprises. It was all laid out long before he walked in that room. Russell, lui, fait mine de coopérer, d'être à l'aise, il plaisante même et indique à un moment que le seul avocat dont il aura jamais besoin, c'est un notaire pour ses transactions immobilières. Le détective Smith le laisse parler, rigole aux blagues de Russell, bref, le met à l'aise et continue dans son rôle de « Vous êtes là pour nous aider, merci à vous ». Et puis, il lui demande des informations au sujet des pneus de son Nissan Pathfinder. Just want to make sure I'm covering all the bases here. Okay. What kind of tires do you have on your Pathfinder? I think they're Toyo. Okay. Do you know the brand name or sorry I the think that make? is I don't know. Sorry, the make is Toyo. Yeah. I don't know the model. Okay. Just
So I'll read this off to you, see if it rings a bell. Ever heard of, does Toyo Open Country HTS That sounds make any right. sense? Yeah. Okay. Le détective enchaîne et il fait part à Russell des relevés d'utilisation de sa carte d'accès à la base et lui demande des précisions sur son emploi du temps. You were talking about the whole idea of the MPs helping us with our investigation, stuff like this. You have the same system as we do at our headquarters with the swipe cards. One of the things one of our investigators did is they made a call while I was talking to you there because we were trying to work through that week of the 23rd of November. Okay. 23rd being the Monday, 24th being the Tuesday. Okay. What they've told us is that, and I want to make sure I get this right, is that on the 23rd, your swipe card was being used at the base. Okay. Okay. On Tuesday 24th, there was no use of your swipe card. Okay. And then on the following days, the Wednesday, Thursday, Friday, there was what appeared to be average activity of your Okay. swipe card in the base. Does that make sense to you? It does. That says that I was in Ottawa on the Tuesday. Pour rappel, le 24 novembre, c'est la veille de la découverte du corps de Marie-France Como. Le détective Smith poursuit en demandant à Russell si son ADN pourrait se retrouver chez l'une des victimes pour quelque raison que ce soit, et il passe ces possibles raisons en revue une par une. Can you think of any reason why we would find your DNA in any of those residences? Let's focus on, well, for instance, I believe. Let me just check the name there, make sure I've got the right address. I'm talking about the house that was just a couple of doors down from you there in Tweed. A couple of doors down was The, Lori. I don't know her last name. I don't know. Mazzacati? I don't even know what her last name is. But My understanding is she lived at 76 Cozy Cove. Yeah, so she would be the one, the second one, the second incident on your road there. Yep. A couple of doors down. Ever been in her house? no, What about the other lady down the road on? I hadn't even heard that name. So no, I don't actually know who that was. Okay. Have you ever visited Marie-France Como at her residence? No. Okay. All right. So you're quite positive there would be no reason why your DNA would be in any of those Absolutely. three locations. Okay. Did you know Jessica Lloyd even in passing for any reason? No, I didn't hear her name till it was on the news. 4 victimes, 4 noms catégoriques sans la moindre seconde d'hésitation. C'est exactement ce que le détective Smith attendait parce que plus Russell est catégorique maintenant et moins il aura de marge de manœuvre quand les preuves arriveront sur la table. À 17h52, le détective Smith sort de la salle pendant une dizaine de minutes, prétextant une pause. En réalité, pendant ces 10 minutes, il reçoit de nouvelles informations de l'équipe qui travaille en parallèle sur les mandats de perquisition, la saisie du véhicule et les analyses forensiques. Quand il revient, le ton change subtilement et il fait comprendre à Russell qu'il en sait plus que ce que Russell a bien voulu révéler jusque-là. I told you when I came in here that I'm going to treat you with respect, and I've asked you to do the same for me. We talked about the whole idea of how we've approached you here, okay? The trying to be as discreet as possible, okay? But the problem is, Russell, is every time I walk out of this room, there's another issue that comes up, okay? And it's not issues that point away from you, it's issues that point at you, okay? And I want you to see what I mean, all right? Et pour la première fois, il sort des photos pour les montrer à Russell. This is the footwear impression of the person who approached the rear of Jessica Lloyd's house on the evening of the 28th and 29th of January. Yeah. Okay? All right? Now, I want you to keep in mind that this is slightly smaller, okay, in scale. Okay? Okay. All right? That's not to scale. The footwear is actually bigger. We have a gentleman on the OPP who's basically world-renowned. His name is John Norman. And essentially, with footwear impressions, you're in a situation where you're pretty much in the area of fingerprints. Okay. This is a photocopy of the boot that you took off your foot. Yeah. Just a little while ago. Okay. Now, I'm not an expert in footwear impressions, so I rely on the experts. Footwear impressions are very much like fingerprint comparisons, okay? These are identical.
Okay. Your vehicle drove up the side of Jessica Lloyd's house. Your boots walked to the back of Jessica Lloyd's house on the evening of the 28th and 29th of January. Okay, you want discretion. We need to have some honesty, okay? Because this is getting out of control really fast, Russell. Okay, really, really fast. Après avoir laissé un long silence volontairement, le détective finit par conclure. This is getting beyond my control. All right, I came in here a few hours ago and I called you the way I called you today because I wanted to give you the benefit of the doubt. But you and I both know you were at Jessica Lloyd's house and I need to know why. Pendant que Russell cherche quoi répondre, le détective ne le lâche pas. Il lui annonce que des mandats de perquisition sont en cours chez lui à Ottawa, que sa femme sait ce qui se passe, que son véhicule a été saisi et que de l'ADN a été retrouvé sur le corps de Marie-France Como, de l'ADN qui va sans aucun doute correspondre au sien. You and I both know they're going to find evidence that links you to these situations. Okay? You and I both know that the unknown offender male DNA on Marie-France Como's body is going to be matched to you, quite possibly before the evening's over. Your opportunity to take some control here and to have some explanation that anybody is going to believe is quickly expiring. Okay? Et c'est là que le détective Smith change de registre. Il ne pose plus de questions, il parle directement à Russell de ce qui va lui arriver si les preuves parlent avant lui. Russell, listen to me for a second, okay? When that evidence comes in, when that DNA match, when that phone rings and somebody knocks on this door, your credibility is gone, okay? Because this is how credibility works, all right? And I know you're an intelligent person and you probably don't need to hear this explanation, but I also know your mind's racing right now, okay? Because I've sat across a lot of people in your position over the years, okay? The bottom line is that as soon as we get that piece of evidence that solidifies it, DNA, okay? As soon as the expert in footwear impressions, the expert in tire impressions calls and says, yes, I've examined those and they're a match, it's all over. Because as soon as that happens, where's your credibility? Where's your believability? You're just another, and again, don't take this wrong, okay? But you can see if you step outside this room in your mind and imagine how people are going to view you, okay? If the truth comes out after the clear evidence is presented to you, when you finally go, okay, I'm screwed now. En fait, ce que le détective Smith est en train de faire, c'est offrir à Russell une porte de sortie qui n'en est pas vraiment une, et c'est un choix de méthode délibéré. À aucun moment de cet interrogatoire, il ne hausse le ton, il ne menace ou il ne provoque Russell. Il fait même complètement l'inverse, il se présente comme le dernier allié que Russell a dans cette pièce, la dernière personne prête à écouter sa version avant que le système ne décide pour lui. Et ça, pour quelqu'un qui cherche une raison de ne pas parler, c'est le pire adversaire possible. Russell, you know there's only one option. What other option is there? What's the option? Well, I don't think you want the cold-blooded psychopath option. I might be wrong. Okay, because don't get me wrong, I've met guys who actually kind of enjoyed the notoriety, got off on it. Got off on having that label. Bernardo being one of them. I don't see that in you. If I saw that in you, I wouldn't be back in here talking to you, quite frankly. But maybe I'm wrong. Maybe you got me fooled. I don't know. This is over. And it can have a bad ending,
where Jessica's parents continue to wonder where her daughter's lying. And I don't know. I mean, obviously, there's a huge search still underway, and it'll continue. It'll continue until her body's found. That might even happen tonight, for all I know. Once that happens, then I don't know what other cards you would have to play. What are we gonna do? Russell. What are we gonna do? Call me Russ, please. Okay. Quelque chose a changé dans la salle d'interrogatoire et ça se voit immédiatement. Russell Williams ne nie plus, il ne joue plus la comédie en incarnant le rôle du colonel qui vient gentiment aider un dimanche. Il comprend la situation et commence à poser des conditions. My only two immediate concerns from a perception perspective are what my wife must be going through right now Yeah. and the impact this is going to have on the Canadian Forces. Russell est sur le point d'avouer 2 meurtres, 2 agressions sexuelles et des dizaines de cambriolages. Et les 2 premières choses qui lui viennent à l'esprit sont l'impact que ça va avoir sur son épouse et à quel point ça risque de ternir l'image de l'armée canadienne. Aucun remords exprimé, il calcule juste la suite. I want to minimize the impact on my wife. So do I. So how do we do that? Well, we start by telling the truth. À partir de cet instant, Russell change complètement de registre. Il passe en mode opérationnel et la première chose qu'il fait, c'est de demander une carte pour pouvoir indiquer précisément l'emplacement où se trouve le corps de Jessica Lloyd. Get a map. Is she close to where she lives? I've got maps of that general area. Which town is she near? Why don't we start there? Yeah, you need more. You need a real map. So where am I going on here to get to her? In this block here. Okay. So you're pointing Yeah, to. a detailed map of that area, and I'll show you where she is. Okay. Is she close to a road? Yep. All right. Is it something where is she buried, or is she somewhere where if you walk there you would fairly easily see her? It's here. How long has she been there for? A little over a week. Friday night? Yep. So where was she between Thursday night and Friday night? In Tweed. With you? Yep. How long was she alive for? Almost 24 hours, not quite. Okay. Russ? You're doing the right thing here. Okay. Well, again, my interest is in making my wife's life a little easier. And Okay. her family as well. Le détective lui confirme qu'une équipe va se rendre sur place immédiatement et Russell enchaîne sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Il indique aux enquêteurs où se trouvent les cartes mémoire de l'appareil photo avec lequel il photographiait ses victimes. Dans la maison d'Ottawa, dans un sac pour appareil photo dans son bureau et dans un meuble Ikea dans l'un des 2 tiroirs du haut. Puis il révèle l'existence de 2 disques durs cachés dans la maison et il propose de dessiner un plan pour les aider à trouver le tout. Quand le détective Smith lui a dit « Russ, vous avez pris la bonne décision », il lui a tendu la main et Russell l'a serré. Le même geste que 2 collègues échangeraient après avoir bouclé un dossier, sauf que le dossier en question, c'est l'emplacement du corps d'une femme de 27 ans sur un chemin de terre. Et c'est là que toute la stratégie du détective Smith prend son sens. À aucun moment de cet interrogatoire, il n'a confronté Russell frontalement. Il ne l'a pas accusé, il ne l'a pas poussé dans ses retranchements. Ce qu'il a fait, c'est exactement l'inverse. Depuis le début, il l'a positionné comme quelqu'un qui aide la police à résoudre l'affaire, pas comme un suspect,
Et c'est précisément pour ça que Russell est en train de parler. Parce qu'un colonel de l'armée canadienne qui a passé 23 ans dans une institution fondée sur la hiérarchie et le contrôle ne cède pas sous la pression frontale, il se referme, mais si on lui offre un rôle qu'il connaît, celui de l'homme compétent qui prend les choses en main, il s'y engouffre et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Russell ne fait pas des aveux à proprement parler, dans son esprit, il gère la situation. Alors, voyant que sa stratégie fonctionne et que Russell est prêt à parler maintenant, le détective Smith lui demande de raconter en détail ce qu'il a fait à Jessica. I saw her in her house, on her treadmill. Wednesday night, I guess. So I went back in. Through the back patio door while she was sleeping. So I woke her up. Well, so I raped her in her house. And then I took her to the car and took her to Tweed. Quand le détective Smith lui demande si Jessica a essayé de résister ou de négocier, Russell répond qu'elle s'est montrée plutôt coopérative. A cooperative can mean a number of different things. Was she excited about leaving with you? I mean, I don't want to be sarcastic, but No, she just didn't put up too much of a fuss. did she try and negotiate with you at all, or No. what did she say? Well, I told her that I would let her go later on. Okay. Pendant toute la journée de vendredi, Russell a fait vivre à la jeune femme un véritable cauchemar. Comme lors des premières agressions, il l'a photographiée dans des poses très suggestives et l'a vue plusieurs reprises. Et quand le soir est arrivé et qu'il lui a fait croire qu'il allait la libérer, il l'a frappée par derrière avec une lampe torche pendant qu'elle marchait vers ce qu'elle pensait être la sortie. And spent the day in Tweed. And then I hit her as we were walking. She thought we were leaving. Hit her on the back of the head. Okay. Anything in particular? Well, what did the hit on the back of the head do? Well, I was surprised that her skull gave way. She was there and immediately unconscious. And I strangled her. Après avoir nettoyé le sang sur le carrelage, il a laissé le corps de Jessica dans le garage de son cottage et le lendemain matin, il est allé travailler à la base de Trenton comme si de rien n'était. Il a passé le week-end à Ottawa avec sa femme et il est revenu le mardi suivant pour déplacer le corps et l'enterrer près d'un chemin de terre à l'est de Tweed. Ensuite, le détective lui demande pour quelle raison il a tué Jessica et Russell ne parle ni de pulsion ni de perte de contrôle. Le mobile était beaucoup plus pragmatique. Can you tell me why you killed her? Russ? Do you know why you killed her? Well, I think I killed her because I knew that her story would be recognized. Her story would be recognized? How do you mean? Well, because she knew I was taking pictures. So because of the two stories in Tweed, that would have been a fairly, been quite obvious. So if you didn't take pictures, what would you have done with her? I don't know. Marie-France Como, Russell l'avait repérée parce qu'il avait volé avec elle sur certains vols VIP et il avait utilisé ses accès pour obtenir son adresse personnelle à Brighton, à 50 km de son cottage, dans la direction opposée de son trajet habituel. Il s'est d'abord introduit chez elle par une fenêtre du sous-sol quand elle était en déplacement, puis il est revenu un soir où elle était chez elle, en entrant par la même fenêtre, et il s'est caché derrière la chaudière au sous-sol en attendant qu'elle s'endorme. Sauf que
le chat de Marie-France l'a repéré. She actually discovered me in the basement. She was trying to get her cat to come upstairs, and the cat was in the basement, had seen me and was fixated on me in the corner. She couldn't get the cat up, so she came downstairs to try and get the cat, and weren't sure why she came over to me. I guess the cat was staring at me, and she was wondering what the cat was staring at. The lights were on. So when she spotted me, I had the same flashlight. I subdued her. Tied her up, brought her upstairs. Strangled her. Comme précédemment, avant de l'étrangler, il l'a violée et photographiée pendant des heures. Et quand le détective Smith lui demande si Marie-France l'a reconnue, Russell répond que non, parce qu'il avait le visage couvert, mais qu'il l'a quand même tuée parce que c'était aussi une militaire et qu'il craignait que la connexion soit rapidement faite. L'interrogatoire se poursuit pendant plusieurs heures. Russell continue de déballer chaque agression, chaque cambriolage, avec le même ton plat et la même précision méthodique. Au passage, comme à chaque fois, je mettrai la version complète de l'interrogatoire, enfin en tout cas ce qui a été rendu public, sur Patreon avec des sous-titres en français pour ceux qui veulent en voir plus. Et non, je ne vends pas du contenu trouvable gratuitement sur Internet, comme j'ai déjà pu le lire. Patreon, c'est une plateforme qui permet aux gens de soutenir les créateurs dont ils apprécient le travail sans contrepartie obligatoire. C'est un petit peu comme le membership sur YouTube que je n'ai pas activé. Sauf que, quand je le peux, j'offre quand même une contrepartie parce que je trouve que c'est la moindre des choses. L'interrogatoire se termine vers minuit et Russell a fait des aveux détaillés sur ses mobiles, l'emplacement du corps de Jessica, l'emplacement des cartes mémoire et des disques durs. Mais ce que Russell Williams a choisi de révéler cette nuit-là, aussi détaillé que ça puisse paraître, ne représente qu'une fraction de ce que les enquêteurs vont découvrir dans les jours suivants. Quelques heures après la fin de l'interrogatoire, le corps de Jessica Lloyd est retrouvé sur un chemin de terre à l'est de Tweed, exactement à l'endroit que Russell avait indiqué sur la carte. Le chemin en question n'avait rien de hasardeux, c'est celui que Larry Jones, le voisin de Cozy Cove Lane, lui avait décrit quelques mois plus tôt quand Russell lui avait demandé, de manière inhabituellement insistante pour quelqu'un qui ne parle jamais à personne, où il allait chasser. There's lots of roads way back in the boonies that you could put a body on and nobody'd ever find her. But no, he had to pick the road that goes to my hunt camp. And I said, well, geez, what's going on there? I wonder. Sounds like he's trying to set me up, eh? Like the man thought he's never going to get caught until he left those tire tracks behind Jessica Lloyd's house, which was a real godsend for me. If he hadn't been caught? I'd have been in jail now, sure. A top-ranking military officer was charged today with some very grave crime. Le 8 février 2010, le lendemain de l'interrogatoire, Russell Williams, 46 ans, est arrêté et inculpé de meurtre au premier degré. Et dans les jours qui suivent, les perquisitions de ses propriétés révèlent que ce que Russell a avoué pendant l'interrogatoire n'était que la partie visible de quelque chose de beaucoup plus vaste. Dans la maison d'Ottawa, les enquêteurs découvrent les 2 disques durs dissimulés au-dessus du faux plafond du sous-sol et ce qu'ils contiennent dépasse tout ce que les enquêteurs avaient pu imaginer. Près de 3000 photos et vidéos classées dans un système de dossiers imbriqués horodatés, chaque cambriolage soigneusement documenté avec une photo de la chambre, une photo du tiroir où se trouvait la lingerie, une photo du butin soigneusement disposé, mais aussi une photo de lui portant la lingerie volée, parfois par-dessus des parties de son uniforme militaire. Dans le garage et dans les combles, des boîtes et des teux d'oreiller remplis de sous-vêtements et de lingerie, environ 1400 pièces au total, avec un carnet de catalogage qui répertorie les dates, les lieux et les objets. Il avait même dû en brûler une partie dans un champ à 2 reprises parce qu'il n'avait plus de place pour tout stocker. Mais le plus effrayant, c'est que parmi les victimes identifiées grâce aux photos, les enquêteurs découvrent des fillettes de 9, 11, 12 et 13 ans
dont 3 qu'il avait surnommés les Mystery Little Girls parce qu'il n'arrivait pas à les identifier formellement. En octobre 2010, devant le juge Robert Scott, Russell Williams plaide coupable pour les 88 chefs d'accusation, 2 de meurtre au premier degré, 2 d'agression sexuelle, 2 de séquestration et 82 chefs pour cambriolage. La lecture juste des chefs d'accusation a duré à elle seule 34 minutes. Russell Williams est condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, et son grade de colonel lui a été retiré. C'est d'ailleurs la première fois qu'une telle révocation a lieu dans toute l'histoire militaire canadienne. Ses médailles sont détruites et son uniforme est incinéré à la base de Trenton. Mais une question continue de se poser, s'il ne s'était pas fait prendre, aurait-il recommencé à tuer ? Le détective Smith la lui a d'ailleurs posé, cette question, pendant l'interrogatoire. Let me ask you this: if this didn't come to the point it's at right now, if for whatever reason you didn't end up on our radar, so to speak, do you think it would have happened again? I was hoping not, but I can't answer the question. Le docteur Duncan Scott, psychiatre forensique à l'université Queen's, qui a rencontré Russell chaque semaine depuis son arrestation, est lui catégorique dans sa réponse à cette même question. There's no sample group of these types of individuals. There's no FBI huge base rate that we can sample and find out where this goes back to, or whether there's something in vitro here or in utero and something happened during his upbringing or some horrible trauma that occurred to him. We aren't going to be finding that. Mais il dit qu'il est convaincu que si Russell Williams n'avait pas été arrêté, il ne se serait jamais arrêté de lui-même. Merci encore à Oli de m'avoir accompagné sur cet épisode, et encore une fois, si vous voulez le tester, rendez-vous en description ou scannez le QR code et utilisez le code RAFU pour moins 10% sur votre commande. Je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de HVI, et d'ici là, n'oubliez pas, Homo homini lupus est, l'homme est un loup pour l'homme. Salut!